Donc je me présente, Christophe Drouet, je suis à la tête d'une agence qui dirige pas mal de domaines techniques autour de l'hygiène, la sécurité et de l'environnement, mais aussi du patrimoine. Donc une des particularités de mes services, c'est également d'adresser à nos clients nos services vis-à-vis de la qualité de l'air intérieur. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est là pour vous présenter ce sujet. Donc, logement, transport, lieu de travail, école. Aujourd'hui, nous passons plus de 85% de notre temps dans des lieux clos. L'air respiré n'est pas toujours de bonne qualité. Les sources potentielles de pollution dans les bâtiments sont en effet nombreuses. On peut trouver les appareils à combustion, les matériaux de construction, les produits de décoration comme les peintures, les cols ou bien les vernis, les meubles, mais aussi l'activité humaine qui, par le tabagisme, les produits d'entretien, les travaux ou bien la cuisine, peuvent générer une pollution. À l'intérieur des lieux clos, l'air peut être pollué de manière spécifique, sans aucun lien direct avec l'air extérieur. Les enjeux sanitaires liés à la qualité de l'air intérieur sont prépondérants. Il était donc primordial qu'un plan d'action permette de l'améliorer, en particulier dans les établissements qui reçoivent du public comme les écoles. Les écoles, un lieu où enfants, agents municipaux et agents de l'éducation nationale doivent cohabiter. Où commence votre responsabilité? Où s'arrête-t-elle? Quelle stratégie adopter? Quelle communication à mettre en œuvre? Les ministères de l'Environnement et de la Santé ont lancé en 2013 le plan d'action qui prévoit des démarches à court, moyen et long terme afin d'améliorer la qualité de l'air intérieur. On passe avant tout par la mise en œuvre d'une surveillance des établissements recevant du public. Durant cet atelier, nous allons vous apporter toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez vous aussi mettre en place cette surveillance. Je laisse la parole à monsieur Nicolas Colombet, qui est notre référent technique régional sur ce sujet. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vient de vous le présenter Christophe, vous m'entendez toujours bien? C'est bon, oui. Comme vient de vous le présenter Christophe, la qualité de l'air, c'est un enjeu capital en fait pour les collectivités. Alors, je sais que pour vous, en ce moment, là, c'est pas forcément facile à appréhender, mais tout l'objet de cette présentation, en fait, que de vous montrer que c'est un enjeu capital pour notre santé. Alors l'objectif de cette présentation, c'est bien évidemment de vous présenter le nouveau dispositif réglementaire, mais principalement en fait, c'est de vous convaincre que ce n'est pas une fatalité et que vous pouvez agir tous autant que vous êtes en fait, pour améliorer significativement en fait, la qualité de l'air intérieur dans vos bâtiments dont vous avez, j'imagine, la gestion. Donc, on va balayer au cours de cet atelier. Alors, je précise, c'est un atelier, ce n'est pas une conférence, donc vous êtes libre d'intervenir au cours de la présentation pour qu'on réponde aux questions à chaud. On pourra également passer du temps après pour répondre aussi à vos questions. Donc voilà 4 points, comme je viens de l'évoquer. Un premier point sur voilà, le contexte, vous expliquer pourquoi c'est une thématique importante. Ensuite, le volet réglementaire. Par la suite, en fait, une présentation du matériel en fait, nécessaire pour faire des mesures sur le terrain. Voilà, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Peut-être que vous avez déjà eu l'occasion en fait, de faire face en fait, à des dispositifs de ce type et il faudra bien entendu nous faire part de votre expérience. Et enfin, donc, un point sur... au-delà des mesures, en fait, et puis des diagnostics qui peuvent être réalisés, d'être intéressé quand même pour savoir quelles vont être les actions à mener
Donc voilà les solutions, quoi. Quelles solutions on peut vous proposer pour améliorer la qualité de l'air. Voilà. Tu m'entends ? Donc comme je disais tout à l'heure, pourquoi c'est important ? J'espère que ça sera clair avec cette slide. Donc déjà, si on regarde les limites biologiques, autant on peut passer 30 jours sans manger. C'est pas facile pour tout le monde, hein, mais normalement, physiologiquement, on doit y arriver. 3 jours sans boire et 3 minutes sans respirer. Bon, il y en a qui font plus, mais bon, on va rester sur un standard. Donc voilà, on voit bien que déjà l'air représente quelque chose d'assez important. On parle souvent de la qualité de l'eau, hein, comme quelque chose qui est important. Voilà. Bon, la qualité de l'air, on voit bien 15 000 litres par jour respirés, 3 litres d'eau, moins, enfin plutôt 1,5 on va dire, d'eau par jour. Donc voilà, on imagine bien que s'il y a des polluants présents dans l'air, 15 000 litres, ça a un impact significatif. Voilà. Et la surface des alvéoles pulmonaires, 75 mètres carrés, c'est un bel appartement, hein, c'est déjà... Donc voilà. Je ne sais pas si vous aviez ces notions en tête, mais ça permet de dresser un peu le tableau. Alors, voilà. On va parler d'une population en particulier, hein, aujourd'hui, une population sensible que sont les enfants. Donc c'était pour illustrer en fait, voilà, que c'est bien une population sensible, puisque entre 0 et 2 ans, en fait, le nombre d'alvéoles pulmonaires passe de 50 millions à 300 millions, donc il y a vraiment tout le développement. Hein. Et on imagine bien que face à des polluants, c'est pas forcément l'idéal. Ça, c'est moins connu, mais c'est une vérité. Un enfant inhale 2 fois plus de polluants en respirant le même air. Voilà. Donc on voit bien que pour cette population, l'impact est significatif. Et donc c'est dans toute logique en fait que voilà, on les place en priorité. C'est vrai pour la qualité de l'air, c'est vrai pour beaucoup d'autres sujets. Voilà. Donc un enjeu sanitaire, là on va pas chercher à faire peur, mais bon, il faut annoncer les chiffres quand même. Hein. Voilà, comme je répète, l'objectif aujourd'hui, c'est vous donner des solutions, c'est pas faire peur, mais bon, il faut quand même vous expliquer que c'est une préoccupation de santé publique, c'est clair. Voilà. On passe 85% de notre temps à l'intérieur, comme le disait Christophe Drouet. Les chiffres aujourd'hui, c'est 500 000 morts prématurées en Europe, 20 000 en France, 4,3 millions de morts attribuables à une mauvaise qualité de l'air intérieur, selon l'ONU, 3,5 millions d'asthmatiques. Donc c'est assez significatif. Et maintenant, si l'on parle d'un point de vue économique, alors c'est l'ANSES, hein, je ne sais pas si c'est clair d'ailleurs pour vous, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Donc a fait une étude récente, hein, en 2014, 19 milliards d'euros en France. Le budget du ministère de la Transition écologique, c'est 10 millions. Et si l'on mixe air extérieur, air intérieur, le coût est évalué à 50 milliards. C'est le budget de l'éducation nationale, quoi. Bon. Voilà, donc il y a de quoi faire. Si on... Alors voilà, toujours le rituel de l'historique, hein, c'est pas forcément très attractif, mais voilà, ça mérite qu'on s'y attarde un petit peu. Ce qu'on peut voir en fait dans cette chronologie, c'est voilà, il y a avant 2000 pas grand-chose sur le sujet. Je ne vais pas dire qu'il n'y a rien eu de fait. Il y a des gens, beaucoup de chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet-là. Mais voilà, grosso modo, c'est assez pauvre. Hein. On ne s'est pas vraiment intéressé à ce sujet avant les années 2000. Faire peut-être un raccourci, mais grosso modo, voilà, les années 80, c'était qualité de l'eau, air extérieur. On a beaucoup parlé de ça, on a beaucoup travaillé dessus. C'est vrai qu'il y a eu des nettes améliorations, hein, sur ces sujets-là. Aujourd'hui, qualité de l'eau, oui, il y a toujours
des sujets sur lesquels on travaille parce qu'on on trouve que ce qu'on le recherche, donc on trouve de nouveaux polluants et donc on travaille. Mais il y a eu un gros effort fait à cette période-là. Après, voilà, 2000-2010, vraiment la qualité de l'air intérieur arrive en force. Et donc réellement, aujourd'hui, là, on a des efforts significatifs à faire. Il y aura toujours en fait de quoi faire pour améliorer la qualité de l'air. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est un message que je souhaitais faire passer. C'est que vraiment le moment de s'y intéresser parce que on peut améliorer les choses significativement. Voilà, donc passé 2000, il y a un fait marquant quand même, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Je ne sais pas si vous connaissez aussi, c'est pour aller voir sur Internet. C'est un site très bien fait, donc qui a été créé à l'initiative en fait, du ministère en charge du logement. Et qui regroupe de nombreux experts en fait en la matière, et donc ils mènent des études au niveau national, dans les bureaux, enfin généralement voilà dans le tertiaire, et dans les logements, sur ces sujets-là. L'ANSES travaille sur le sujet, comme je disais tout à l'heure, et puis les lois des Grenelle, en fait, suite au Grenelle 1 et 2, en fait, sur le sujet. Vraiment, là, ça a été, d'un point de vue réglementaire, voilà, le début, en fait, de l'histoire de la qualité d'air intérieur. Avec les différents plans santé-environnement, plans santé successifs 1, 2, 3, là, qui traitent de ce sujet-là. 2012, l'étiquetage des matériaux, on en reparlera tout à l'heure. Je pense que vous êtes un petit peu au courant, du moins à titre personnel, vous avez déjà vu chez Leroy Merlin, Castorama, l'étiquetage en fait, du parquet ou des peintures, en fait. Estampillé A, A, B, C ou D. Et voilà, et je voulais évoquer aussi les Assises nationales de la qualité de l'air, en fait, qui ont été initiées par l'ANDEM et le ministère, qui sont un lieu, voilà, c'est un lieu d'échange, en fait, voilà, pour faire avancer le sujet. Donc un enjeu sanitaire important, mais également un enjeu d'actualité. Voilà, c'est vraiment pas un phénomène de mode. C'est vrai qu'on est souvent assommé par le côté réglementaire en disant voilà, encore un nouveau texte. Voilà. Ouais. Ok, mais c'est un sujet en fait émergent. Alors bon, il y a quelques éléments qui peuvent le prouver, hein, le nombre de publications voilà, qui de plus en plus important. Vous avez peut-être vu de certains reportages à la télé dans la presse spécialisée. Un reportage il n'y a pas longtemps, là, d'Envoyé spécial, il y a 2 mois, sur le sujet. Alors, ça traitait en fait des écoles qui étaient à proximité de cités sols pollués. Et donc il montrait les effets néfastes que ça pouvait avoir. Là on est sur des cas extrêmes. Mais voilà, bon, enfin, on en entend beaucoup parler, mais croyez-moi, vraiment, c'est pas un phénomène de mode. Je vous disais, comme la qualité de l'eau, c'est sorti dans les années 80, là pareil, 2010, et on va continuer à en parler. Voilà. Après, pas d'effet de psychose, il y a des solutions, on va pas s'arrêter de vivre pour autant. Voilà. Alors, si on s'intéresse maintenant aux agents chimiques polluants, hein, ceux qui nous posent quelques problèmes. Donc on voit sur le petit schéma que les sources en fait peuvent provenir de l'extérieur. Ça nous semblait tous évident parce que la qualité d'air extérieur, voilà, on y est sensibilisé depuis de nombreuses années. Voilà, le trafic routier, la pollution industrielle, l'agriculture aussi, hein, qui amène des produits phytosanitaires. Enfin, tout un tas d'éléments, mais il y a également en fait la pollution intérieure, hein, qui est non négligeable et qu'on a trop longtemps négligé. Alors les exemples en fait sont multiples, mais bon, déjà on parle du tabac. Hein. Le tabac, forcément, hein, c'est une source non négligeable, mais pas que. Les matériaux qui nous entourent en fait émettent tous des substances, et des substances qui peuvent poser certains problèmes. On en reparlera par la suite. Voilà, donc les peintures, colle, vernis. Vous pouvez avoir tous les produits d'entretien.
Alors la mode en ce moment, on parle beaucoup vinaigre bicarbonate, hein, mais on n'a pas utilisé que ça, on a utilisé d'autres choses. Et puis pour nos joyeux insectes qui se baladent dans la maison, un petit peu de bégon, un truc comme ça, bon, on le voit moins, hein, ça. Mais voilà, donc les sources sont multiples. J'ai pas parlé des substances en détail, mais les substances qu'elles sont énumérées, c'est peut-être pour certains ça parle et puis pour d'autres pas. Alors je m'adressais à ceux pour qui ça ne parle pas trop. Vous avez les fameux COV, donc c'est les composés organiques volatiles. C'est une famille en fait qui regroupe beaucoup de substances chimiques. Vous avez certainement entendu parler du formaldéhyde, du moins on va en parler tout à l'heure. Benzène en fait, xylène, toutes ces substances-là. Alors formaldéhyde, on le trouve sous d'autres appellations, le formol hein, en gros. Et c'est présent dans les colles, dans les vernis, dans énormément de choses en fait. Et puis vous avez le monoxyde de carbone, ça c'est beaucoup plus connu. Les HAP, donc les hydrocarbures aromatiques polycycliques en fait, qui sont des produits dérivés de combustion en fait. D'une combustion incomplète, ça génère des composés chimiques comme le benzène. Les sources de benzène ne sont pas liées uniquement à cela, mais en partie. Et puis après, vous avez donc, au-delà des polluants chimiques, les biocontaminants, donc avec présence de moisissures, tous les allergènes, voilà, et les pollens. Et puis après, les polluants physiques, les particules fines. Et il y a un élément qui ne figure pas, bon, il y a le radon, c'est une problématique un peu particulière et ça concerne que certains secteurs géographiques, mais c'est non négligeable. Enfin, voilà. Mais on ne va pas vraiment aborder ce sujet-là aujourd'hui sur la radioactivité. Ça va, vous me suivez toujours? C'est bon? Et voilà, donc l'air intérieur est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Voilà. Bon, faut me croire. Et donc il y a des choses à faire. Donc sérieusement, j'espère que vous partirez d'ici avec quelques idées, quelques solutions, au-delà de l'obligation réglementaire. Les facteurs qui peuvent influencer, alors il y en a certainement d'autres, mais j'en ai cité 4. Un cadre réglementaire lacunaire, mais qui s'intensifie. Hein. Il va y avoir probablement de nouveaux textes qui vont sortir là, dans les années à venir. Mais c'est vrai que c'était assez pauvre. Hein. Comme je l'ai dit, il y a l'OQAI, l'ANSES, nombreuses instances qui travaillent de plus en plus sur ces sujets, donc de plus en plus de publications. Voilà, on découvre, comme je dis, on trouve que ce que l'on recherche, et là on recherche quand même pas mal. Donc on se rend compte que il y a de nombreux polluants en fait, présents dans l'air intérieur qui posent problème. Et un autre facteur, hein, c'est que les locaux sont mal ventilés. Alors là, vous allez voir, on va insister sur ce point qui pose quand même de sérieux problèmes. Et puis, on utilise des matériaux assez polluants. Donc, voilà, les fabricants, je ne sais pas s'il y en a dans l'assemblée, mais voilà, font des efforts aussi sur ces sujets-là en proposant des matériaux moins émissifs. Et enfin, vous comme moi, en fait, on n'était pas forcément, ou on n'allait pas chercher l'information où il fallait, mais du moins, l'information, on ne l'avait pas. Donc voilà, aujourd'hui, ça tend à s'intensifier. Au-delà de ces ateliers-là, il y a beaucoup de conférences sur ce sujet. Voilà, donc c'est un enjeu très important, mais un enjeu qui est loin d'être insurmontable. J'ai insisté là-dessus. Hein, il y a des solutions. Il y a réellement des solutions. Donc, voilà. Plutôt positivé, même si c'est un message quand même assez dur à entendre. La qualité de l'air intérieur impacte notre santé. Bon, c'est une chose. Mais maintenant, comment faire pour l'améliorer ? Ne soyez pas trop ambitieux. Hein, c'est sûr que, comme je dis, c'est une thématique assez nouvelle, donc il y a certainement plein de choses à faire, mais tout ça, ça représente un coût. Donc voilà, hiérarchiser un petit peu les priorités et
Voilà, donc l'exemple du principe d'amélioration continue, hein, voilà, s'applique complètement à ça en fait. Tous les systèmes de management que vous connaissez peut-être, l'ISO 14000, l'ISO 26000, voilà, fonctionnent sur le principe de l'amélioration continue, la route Deming, hein, to plan, to do, to check that. Voilà, donc un objectif pas trop ambitieux, mais du moins essayer de progresser. Voilà. Et puis, c'est en lien avec l'amélioration continue, en fait, sur les... travailler, ça c'est assez clair avec le schéma, voilà, sur ce qui vous coûte pas trop, en fait, et qui va avoir un effet immédiat. Donc en clair, on le verra encore par la suite, mais la ventilation me semble un bon point. Un bon point pour travailler efficacement. Très fréquemment sur site, on se rend compte que, ah oui, les résultats sont pas bons. Pourquoi? Parce que, mais si, pourtant j'ai une ventilation. Ah mais oui, mais elle marche pas. Très franchement, c'est pas une fois sur deux, mais c'est très souvent que, voilà, on se rend compte qu'il y a des dysfonctionnements au niveau des systèmes de ventilation. Donc ça me semble être un bon quick win. Voilà, et puis c'est vrai que parfois, pour faire des choix, faire accompagner, vous allez le voir, hein, la réglementation donne l'opportunité en fait de choisir des options. Voilà, faites-vous accompagner, souvent en interne, vous avez les ressources, mais voilà. Donc un moyen d'illustrer en fait que ce n'est pas un enjeu insurmontable. J'ai pris cet exemple, hein, il y en a d'autres, mais voilà, dans les années 90, moi j'ai pas mal travaillé dans le milieu industriel, et alors pas à cette époque-là, hein, mais plutôt fin 90, début 2000. Et c'est vrai que la réglementation santé-sécurité, en milieu industriel, elle a été dure, à encaisser, quoi. Mais quand on voit le résultat, ça fait quand même réfléchir, quoi. Voilà. 500 000 morts par an au travail, 20 000 en accident domestique. Alors bon, je sais que la population active par rapport, mais quand même. Voilà, donc qualité d'air intérieur par rapport aux résultats que je vous ai montrés. Peut-être que dans 20 ans, 30 ans, on ne parlera pas forcément des mêmes chiffres. Et moi, j'espère. Voilà, donc on va partir sur la réglementation. Voilà. Pas de questions déjà sur ce volet-là, c'est bon. Donc je laisse la parole à Muriel Ségalin. Merci. Bonjour à tous. Donc je vais vous évoquer la partie réglementation, en tout cas débroussailler un petit peu cet aspect. Et n'hésitez pas si vous avez des questions particulières. Donc public concerné par rapport à la réglementation concernant la qualité de l'air dans les ERP. Donc les propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public. Donc les différents textes, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de rebondissements à la sortie de cette réglementation. Donc les décrets ont commencé en 2011, de 2012, avec la surveillance dans la qualité de l'air et la sortie des valeurs guides pour le formaldéhyde, le benzène, et l'évaluation des moyens d'aération également. Avec une échéance qui était donnée au 1er janvier 2015 pour les établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans, donc les écoles maternelles et les crèches dans un premier temps, et une échéance qui était au 1er janvier 2018 pour les écoles primaires. Suite à ça, en 2014, il y a eu un coup de frein sur cette réglementation qui a été mis en suspens avec une échéance ramenée au 1er janvier 2018 pour l'ensemble des établissements de moins de 10 ans, donc les écoles maternelles, les crèches et les écoles primaires
Non, moins de 10 ans, puisqu'on avait tout mis en fait, hein, école primaire, 1er janvier 2018, donc l'ensemble des établissements. Avec la possibilité, effectivement, dans ces cas-là, de faire une démarche avec un laboratoire sous accréditation COFRAC ou une méthodologie par diagnostic de l'INERIS. Donc du coup, on va retrouver avec comme échéance au 1er janvier 2018 donc les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans et les écoles également élémentaires. Au 1er janvier 2020, les centres de loisirs et les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et second degré. Donc on va retrouver les collèges et les lycées également. Ensuite, au 1er janvier 2023, les structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissements de santé et structures de soins de longue durée. Et ensuite, tous les établissements mentionnés au 1er, 2e, 4e, 6e, 7e, 12e léa de l'article 312, donc l'action sociale. Et tu peux m'aider, Nicolas, s'il vous plaît, celui-là. Oui. Donc, ce que Nicolas vous disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y avait un plan d'action à mettre en œuvre et de prioriser les choses. Vous voyez, la réglementation l'a prévu, ce qu'on a déjà prévu dans un premier temps, de se focaliser sur la population la plus à risque, puisque les jeunes enfants, comme on vous l'a expliqué, ont un développement physiologique qui fait que, effectivement, on doit les préserver davantage. Donc, on s'est d'abord focalisé, et la réglementation le prévoit. Donc, vous, c'est pareil. Dans votre surveillance, vous devez réfléchir à mettre en place un plan d'action avec des priorités et adapter ces priorités en fonction de vos coûts et de votre budget sur cette particularité-là. Donc, les établissements pénitentiaires pour mineurs, et maisons d'arrêt ou des établissements pour peine, et établissements d'activités physiques et sportives couverts dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation. Donc ça, c'est pour le 1er janvier 2023 avec les éclaircissements. Donc la méthodologie pour appliquer en fait cette réglementation. Donc, sur le schéma, donc, on voit à droite donc, les établissements concernés, donc les propriétaires exploitants des établissements concernés. Donc il y a deux options qui se posent. Soit la réalisation donc, des mesures des substances polluantes conformément au référentiel COFRAC, donc par un organisme accrédité. Soit l'utilisation du guide pratique de l'INERIS pour en fait définir si les mesures de qualité de l'air sont adéquates et de définir un plan d'action suite à ce diagnostic. Donc ça peut ensuite découler également par la réalisation effective aussi de mesures en fonction du résultat du diagnostic. Le guide pratique. Où peut-on se procurer le guide pratique? Je ne sais pas si vous entendez. Ça le fait là? Oui. Oui, je vous entends. Je voulais savoir où je pouvais me procurer le guide pratique. Il est disponible sur Internet, sur le site du ministère. Enfin, vous tapez directement sur guide pratique INERIS qualité de l'air intérieur et oui.
On pourra si vous pouvez repasser au stand et puis on vous le communiquera aussi. Donc du coup, en fait, la surveillance par rapport à ce contexte repose donc sur une évaluation obligatoire donc, des moyens d'aération à réaliser donc, tous les 7 ans. Et donc pour la première méthodologie, donc, une campagne de mesure de la qualité de l'air intérieur donc, qui est réalisée par un organisme accrédité également tous les 7 ans. Et donc la deuxième option, mise en œuvre d'un programme d'action de prévention de la qualité de l'air par application du guide. L'évaluation donc des moyens d'aération des bâtiments. Il consiste en fait à vérifier la facilité des accès aux ouvrants et leur fonctionnement et de vérifier la présence ou non de ventilation et l'état actuel de la ventilation lorsqu'il y en a une. Donc pour déjà déceler une problématique à ce niveau-là, au niveau du renouvellement d'air dans les pièces. Donc pour les établissements de moins de 6 pièces, toutes les pièces seront examinées et après, au-delà, ça se passe par sondage hein, sur 50% des pièces. Donc dans le cas numéro 1, mesure des substances polluantes conformément au référentiel COFRAC. Donc photographie des concentrations représentatives de l'ensemble de l'établissement sur une année d'occupation. Donc en fait, c'est des mesures qui sont effectivement ponctuelles, qui se réalisent sur une semaine et qui sont faites une période en été, une période en hiver pour effectivement être représentatifs de la situation parce qu'on sait que les conditions de qualité de l'air en hiver et en été ne vont pas être les mêmes puisque les ouvrants vont être très faiblement manipulés en période hivernale et beaucoup plus en période estivale. A contrario, en période estivale, on va avoir des températures atteintes dans des classes qui vont être beaucoup plus élevées et qui vont favoriser en fait le dégagement de produits par le mobilier, puisqu'effectivement on sait que tous ces revêtements vont être sensibles à la température en termes de concentration. Donc la définition des pièces instrumentées et le séquençage temporel des mesures s'appuient sur une méthodologie d'échantillonnage précise et des protocoles de mesures fiabilisés. Donc en fait, dans le cadre des mesures sous le référentiel COFRAC, on intervient dans un contexte qui est strictement cadré et défini pour pouvoir répondre à cette réglementation. Donc cette campagne de mesure de polluants commence par une étape préalable indispensable qui est la stratégie de prélèvement. Afin de définir un protocole qui soit pertinent pour vous donner des résultats, qui soit en corrélation avec l'établissement, il est indispensable d'établir une stratégie. Une stratégie, elle va nous permettre de définir le nombre de points de mesure qui sont nécessaires et qui dépendent en fait de la configuration de l'établissement. Du nombre de pièces, des étages, de la présence ou non de préfabriqués, de la présence de locaux qui ont fait l'objet d'une rénovation ou de travaux particuliers, notamment des pièces qui auraient été réaménagées avec des revêtements particuliers ou des zones qui ont fait l'objet d'une extension. Donc tous ces paramètres vont être analysés au moment de la stratégie pour définir un nombre de points qui soit cohérent par rapport déjà à ce que le référentiel COFRAC nous impose de faire et qui soit aussi pertinent dans l'analyse des résultats par la suite. Donc effectivement, un établissement, on va dire, relativement simple sur un seul niveau, qui n'a jamais fait l'objet de rénovation particulière, qui est d'un seul même bloc, pas avec aucune ventilation particulière dans des pièces. Pour exemple, s'il y a 6 pièces éligibles, il y aura 2 points de mesure pour pouvoir effectivement statuer sur le diagnostic
de ces mesures. Par contre, si vous avez un établissement qui est un petit peu plus complexe, avec un étage ou avec des bâtiments séparés, avec des préfabriqués, où là, effectivement, on imagine que la qualité de l'air à l'intérieur de ces locaux va être différente, il y aura des points supplémentaires du coup à prévoir pour pouvoir effectivement statuer sur la qualité de l'air de l'établissement. Donc dans les locaux, donc GPR, un terme qu'on utilise assez régulièrement, donc groupe de pièces représentatifs. Donc ce sont des pièces qui, au sens de la stratégie du référentiel, vont avoir une homogénéité au niveau de la qualité de l'air. Donc parce qu'ils sont de la même année de construction, qui sont ventilés de la même façon, qui sont exposés aux sources extérieures de la même façon, et donc qui, on suppose, ont la même effectivement qualité de l'air intérieur. Donc la présence d'étages, comme je vous disais, va avoir un impact, et également la présence de préfabriqués. Donc le nombre de points de mesure impacte le coût de la prestation, effectivement. Ça, c'est effectivement le cas, plus on a de points de mesure. Les locaux exclus, donc on va retirer en fait de ces pièces tous les locaux avec une activité spécifique où des produits vont être utilisés. Donc s'il y a des travaux de chimie, de biologie, bon là quand on parle plus d'école maternelle et école primaire, on va retirer en fait les zones d'ateliers où ils font des activités vraiment particulières de collage représentatif, où ils seront exclus. Les locaux également dédiés à la pratique d'activités sportives ne seront pas pris en compte, ils seront exclus. Les locaux techniques, bureaux et logements de fonction, puisque là, pour le coup, ces locaux-là ne sont pas concernés et occupés par les jeunes populations. Et les locaux également qui sont considérés à pollution spécifique comme la restauration, donc les cantines. Donc on va vraiment se focaliser sur les locaux où la présence est la plus importante sur une semaine. Parce qu'effectivement, si les enfants sont présents que sur un laps de temps très court, il n'y a pas un gros enjeu sanitaire vis-à-vis de leur santé. On va plutôt se focaliser déjà sur les locaux qui peuvent engendrer ce risque sanitaire. Donc pour ça qu'il y a quand même pas mal de locaux qui sont écartés de notre réflexion. Donc là, on a la liste des locaux concernés et des locaux exclus. Bon, les dortoirs et salles de repos, petite aparté, effectivement, c'est ce qui nous gêne en fait dans la réalisation de la mesure spécifiquement, c'est que la contrainte, c'est qu'il faut qu'on ait 12 heures d'occupation. Donc en règle générale, les dortoirs dans les établissements, crèches, ça pose pas de problème. L'occupation est quand même assez importante et il est également important de l'évaluer parce que mine de rien, ils y passent quand même beaucoup de temps. Après, pour les écoles maternelles, c'est pas forcément des pièces qui vont être choisies en instrumentation de prime abord puisque l'occupation est beaucoup plus occasionnelle. Après, c'est au cas par cas. Voilà, et dans les locaux exclus, on va retrouver aussi tous les locaux spécifiques, vestiaires, infirmerie, accueil, lingerie. Donc voilà, c'est à savoir, c'est-à-dire qu'en général, pour établir une pré-stratégie, les locaux qui sont à prendre en compte, c'est tous ceux qui sont à gauche et d'inclure quand même les dortoirs. Et après, c'est au cas par cas qui sont pris en compte ou pas. Alors la campagne de mesure de polluants, elle porte donc sur le benzène, le formaldéhyde et le dioxyde de carbone, et également le perchloroéthylène si un pressing est à proximité de l'établissement concerné. Donc le benzène, bon, là on a parlé juste avant, c'est un polluant qui est essentiellement quand même lié à l'extérieur, qui peut néanmoins se retrouver en intérieur en fonction des produits qu'on pourrait être amené à utiliser. Notamment, on a évoqué l'usage de certains
insecticides ou ce sont des produits effectivement où il n'est pas rare de trouver du benzène à l'intérieur. Donc effectivement, il faut vraiment avoir une vigilance là-dessus. Mais c'est un polluant effectivement qui se retrouve en extérieur. Le formaldéhyde, il est lié effectivement à tous les matériaux de la construction, du mobilier, des revêtements de sol. Et l'impact important effectivement est lié à la température et également aux problématiques de renouvellement d'air à l'intérieur des locaux. Le dioxyde de carbone, un paramètre qu'on va mesurer uniquement l'hiver puisque en fait il va être lié à l'absence de renouvellement d'air puisqu'il est issu de notre respiration. Donc l'effet confinement des salles peut générer des taux de dioxyde de carbone assez importants. Puisqu'aujourd'hui, en fait, on est beaucoup sur des établissements qui ont été conçus sur une base sans prévoir de ventilation en fait, spécifique. Donc, ils ne sont ventilés que naturellement par l'ouverture des fenêtres. Mais en fait, dans une salle de classe, on optimise aussi l'espace. On a beaucoup d'enfants, on va jusqu'à 30 élèves dans une même classe et dans un espace qui est quand même assez réduit. Donc s'il n'y a pas en fait, d'aération par l'ouverture des fenêtres en cours de journée, on atteint largement des taux de dioxyde de carbone qui sont importants. Alors pourquoi c'est un paramètre qui a été choisi? Parce qu'il s'est avéré qu'effectivement par rapport aux études de l'ANSES, il générait en fait des fatigues importantes, des maux de tête, et qui gênaient à l'attention et à des enfants. Donc ce qui est quand même important puisque en classe on attend d'eux effectivement une assiduité importante. Nous, on sait très bien, pour avoir déjà fait des réunions dans des salles confinées, qu'on sort de là avec un mal de tête. Après, on ne sait pas si c'est parce qu'on a entendu des choses qui ne nous ont pas plu ou si c'est le confinement, mais c'est certain que ça a un impact important sur notre santé à nous aussi. Donc on imagine que pour des enfants, ce n'est pas forcément aussi ce qu'on souhaite. Donc c'est un paramètre qui est vraiment important. Le formaldéhyde est lié effectivement aussi à un impact différent, c'est pour la santé, pour plus tard. C'est un produit qui est suspecté CMR, donc on ne peut pas ne pas y faire attention. Donc les mesures ont été calées sur 4 jours et demi, donc pour représenter en fait une semaine d'occupation. Pour ne pas fausser, effectivement, les capteurs ne sont pas laissés le week-end, pour être vraiment sur la période d'occupation de la semaine. Donc dans le déroulement, on fait l'évaluation des moyens d'aération, ainsi que la validation de la stratégie d'échantillonnage qui est établie. On réalise la campagne de mesure, donc on commence en fonction de la saison à laquelle on est, soit par l'été, soit par l'hiver. Donc là, en ce moment, on va dire qu'on est en train de faire la série, on va entamer les séries été. On laisse un délai de 5 à 7 mois, donc c'est assez précis effectivement dans notre référentiel. Et on enchaîne sur la série ensuite hiver. Ces 2 campagnes de mesure permettent ensuite d'établir une moyenne des résultats qui va être comparée à notre valeur guide. Donc à renouveler tous les 7 ans ou moins en fonction des résultats qui sont obtenus. Donc quelques détails techniques sur les analyses qui sont effectuées et sur les modalités opératoires. Donc les polluants sont analysés selon des normes bien particulières. Donc sur des badges, ce qu'on appelle des badges passifs. C'est un tube en fait qui capte la substance qui est recherchée. Elle est protégée dans un corps diffusif qui laisse passer l'air à un certain débit qui nous permet en fait ensuite de déterminer une concentration. Donc c'est fait par analyse HPLC en laboratoire d'analyse, donc qui est également accrédité COFRAC. Le dioxyde de carbone est analysé par un analyseur en lecture directe, par infrarouge.
Et les périodes, en fait, l'analyseur est déposé donc, pendant une durée de 5 jours. Donc il va analyser pendant la journée et également pendant la nuit. Donc ensuite, on fait un travail dessus pour récupérer en fait uniquement les périodes où il y a une occupation pour déterminer en fait l'indice de confinement de la salle. Donc pour que cela soit pertinent, il faut que la salle soit occupée au moins avec plus de 50% de son occupation habituelle et que, pour autant qu'on ne dépasse pas les 50% d'occupation en plus. Parce que sinon ça fausserait effectivement également les résultats. Donc tout ça est bien cadré hein, dans notre référentiel COFRAC. Donc de là va sortir un indice de confinement qui est établi de 0 à 5 avec un indice de confinement 0 pour une occupation, bon ça n'arrive pas, hein, donc, mais jusqu'à un indice de confinement 5 qui est un confinement extrême où là une action est nécessaire. Donc, si dépassement de l'une de ces valeurs limites, donc on a une valeur limite, c'est-à-dire que la fin par exemple de la série été, on va directement comparer nos résultats à la valeur limite. S'il y a un dépassement, effectivement, il y a une alerte qui est donnée au préfet pour pouvoir identifier en fait la source de ce dépassement. Donc la valeur limite de 100 microgrammes par mètre cube pour le formaldéhyde. Pour le benzène, elle a été diminuée. C'est la moyenne qui a été diminuée. Donc pour le benzène, à 10 microgrammes par mètre cube. Le dioxyde de carbone pour un indice de confinement niveau 5. Et le tétrachloroéthylène à 1250 microgrammes. Donc information du préfet dans un délai de 15 jours après réception des résultats d'analyse pour pouvoir mener une action le plus rapidement possible. Alors les obligations qu'il y a en termes de communication. Donc, affichage des résultats sous 30 jours après réception du rapport. Voilà. Donc là, on voit un modèle de fiche qu'on peut afficher donc à l'entrée en fait, hein, de l'établissement pour informer en fait, hein, les parents d'élèves. Je laisse mon collègue sur le diagnostic. Oui, donc comme cela a été évoqué, en fait, il y a le choix. Voilà, c'est une obligation réglementaire pour laquelle vous avez le choix. C'est quand même assez rare. Hein. Donc il y a soit la mesure, comme on vient de le voir, et sinon l'option 2, c'est la réalisation d'un audit via un guide pratique. Donc on vous communiquera hein, ça tout à l'heure. Donc c'est pas du tout la même approche, hein, vous l'aurez compris. La partie mesure, c'est du palpable, hein, tangible. Vous avez un résultat analytique. Là, c'est un audit. Par contre, l'avantage en fait, c'est que on va pas se limiter en fait à 3-4 polluants. Ça va être plus exhaustif. Hein, on va regarder pas mal de choses. Voilà. Mais par contre, vous n'avez pas de mesure. Forcément sur cette partie-là. Dans l'immédiat, parce qu'on va voir qu'après, vous pouvez engager des mesures à votre convenance en fonction des résultats de ce diagnostic. Donc voilà, ça permet d'identifier hein, des différentes situations. Voilà, il faut retenir que c'est quand même une approche plus large que la partie mesure. Et l'obligation, en fait, c'est pas de réaliser le diagnostic, c'est d'aboutir à un plan d'action. La seule obligation que vous avez en choisissant cette option-là, c'est de mener un plan d'action, d'aboutir à un plan d'action. Voilà. Qu'il faut suivre après dans le temps. Mais voilà.
Alors quand on parle de guide, en fait, c'est plusieurs éléments. Vous avez des grilles à compléter. Vous verrez, c'est assez bien fait, hein, et qui sont destinés en fait à différentes catégories d'intervenants. Donc équipe de gestion, service technique, personnel d'entretien, responsable d'activité. Et vous allez avoir des thématiques abordées. Tout le monde n'est pas concerné par les mêmes thématiques, mais thématiques sur l'organisation, l'équipement, les matériaux, l'activité, l'aération, ventilation. Voilà. Ça commence à être pour vous, je pense, des thématiques qui vous semblent un peu familières et cohérentes par rapport à la problématique de qualité d'air intérieur. Donc on va pas les regarder en détail ces grilles, hein. On pourra, si vous le souhaitez, après regarder certains points si vous avez des questions, mais c'est pas vraiment l'objectif. Voilà, juste pour illustrer à quoi ça ressemble, hein. Donc, voilà, plusieurs questions et vous cochez. Donc une fois que vous avez réalisé en fait ce diagnostic, vous fait faire en fait. Donc vous avez la possibilité en fait de le faire par des spécialistes, hein, ou si vous avez les ressources en interne, le faire vous-même. Mais bon. À l'issue de ce diagnostic, comme je dis, vous aboutissez à un plan d'action. Ce plan d'action peut mettre en évidence la nécessité d'engager des mesures pour aller en fait quantifier. Et donc là, on passe sur du palpable en fait. Donner afficher une mesure en fait d'un polluant donné. Alors là, ça peut s'élargir à d'autres polluants, hein, pas forcément que le benzène et le formaldéhyde, mais on va le voir, j'ai des cas concrets en fait, d'autres substances sont concernées, mais on va dire c'est dans ces familles-là, généralement, où on rencontre le plus de problèmes, c'est la famille des COV, des composés organiques volatiles, et la famille des aldéhydes. Voilà. Et donc là, deux possibilités, vous voyez, beaucoup de choix quand même dans cette réglementation, et, soit faire appel à un organisme accrédité, ou alors réaliser des analyses vous-même. Personnellement, j'ai jamais rencontré personne, peut-être parce que je ne les connais pas, hein, qui a fait des analyses par soi-même. Parce que vous allez voir, le dispositif en lui-même, il n'est pas très compliqué, on le voit juste après, on va vous montrer. Vous pouvez le voir, là c'est ce qui est accroché en fait. Donc c'est des petits mobiles, hein, en fait. Voilà, c'est juste le dispositif qui est en haut, le jaune et le bleu. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. Et puis le boîtier pour mesurer le CO2. Donc voilà, c'est assez simple. Ce qui est plus compliqué, c'est l'interprétation derrière. Bon, il y a l'analyse en labo, hein, et puis l'interprétation que vous pouvez en faire. Voilà. Rien n'est infaisable, mais bon. Donc il existe des kits. Mais c'est un sujet, comme je dis, assez nouveau. Je ne connais pas grand monde, hein, qui s'est aventuré là-dedans. Mais voilà, il faut savoir que ça existe. Bon, je vais passer pour avancer parce que voilà, c'est cette diapo. Je pense que ça vous intéresse un peu plus. Voilà, alors attention, hein, c'est juste vraiment pour vous donner quelques indications. Vous imaginez bien qu'en fonction de la taille de l'établissement, peut varier en fonction du volume d'établissement que vous avez à contrôler, mais voilà, c'est grosso modo une tendance. Donc là, clairement, on a envie de pencher de l'autre côté, hein, dans le guide. Après, j'espère que vous avez bien cerné, c'est pas du tout la même chose. À la limite, une solution hybride pourrait être pas mal. Voilà, si vous voulez mon point de vue sur le sujet, là, on vous a juste présenté brut comme ça, voilà, les deux approches. Admettons que vous ayez 50 établissements à contrôler. Je trouverais intéressant d'aborder les deux approches, essayer de constituer une stratégie en fait, par exemple géographique, en se disant ben voilà, j'ai sur ma communauté urbaine, j'ai un établissement qui m'intéresse de contrôler à Mérignac, hein, à Lormont, hein, à Senon, ça, voilà. Prendre un échantillon et contrôler avec aussi la notion de vétusteté. Alors attention, c'est pas parce qu'un bâtiment est ancien que les résultats seront mauvais, c'est peut-être même souvent le contraire. Donc voilà, échantillonner un peu comme ça, faire quelques mesures et puis réaliser des audits en fait, sur les autres établissements. Voilà. Après,
je trouve plus intéressant l'audit parce que c'est plus large. Après, c'est vrai qu'on parlait de communication. Derrière, quand on communique, derrière, il faut falloir travailler sur la communication parce qu'il y a un plan d'action. On risque de vous dire, d'ailleurs, mais ça, pourquoi vous ne le faites pas maintenant, et ça, ceci, cela. Là, c'est vrai que vous avez des résultats. Des résultats benzène, formaldéhyde. Voilà. Donc, c'est du palpable, vous avez des mesures. Mais c'est un peu léger de s'arrêter là, en fait, de se dire, voilà, j'ai fait ma mesure de benzène, de formaldéhyde. Bon, voilà, ça y est, l'obligation réglementaire est satisfaite, je m'arrête là. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des retours d'expérience peut-être là-dessus, ou non, ça vous semble assez cohérent ce que je vous annonce. Voilà. Non, c'est bon. Donc voilà le matériel. Donc comme Muriel Ségalin l'a expliqué, en fait, voilà les corps diffusifs, donc c'est ça. Juste ça. Donc je peux vous le passer si vous voulez voir, c'est assez léger. Et donc vous avez en fait un dispositif que l'on place à l'intérieur, qui va partir en laboratoire. Et donc c'est ce dispositif à l'intérieur en fait qui capte les polluants. Voilà. Donc par diffusion. On parle de passif parce qu'il n'y a pas de pompe. Voilà. Ça diffuse au travers. Après on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a des coefficients de diffusion qui sont appliqués. Voilà. Mais c'est assez simple. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on le met en place, ça fait penser à un mobile, donc les enfants ne sont pas trop perturbés. Et voilà, il n'y a pas de risque aussi. C'est pas quelque chose qui est dangereux, il n'y a pas de nocivité. Donc voilà, c'est assez rassurant. Très sincèrement, j'ai jamais eu vraiment de crainte là-dessus, mais je peux concevoir qu'on se dise oulala, un laboratoire qui va venir, non, ça perturbe pas le cours. On le met dans des dortoirs, on le met n'importe où. Et donc voilà l'autre dispositif. Je ne vais pas vous le passer, mais vous pourrez venir le voir. Bon, c'est un peu plus lourd, mais donc c'est étalonné Cofrac, hein, on ne trouve pas ça chez Leroy Merlin, mais voilà, ça fonctionne par infrarouge et donc ça mesure le CO2 en continu. Voilà, on peut mesurer d'autres paramètres. Voilà. C'est un analyseur en continu. Voilà. Et donc on a des petites mallettes comme celle-ci, donc dans lequel il y a ces fameux tubes. Hein. Ce petit crible qui contient du charbon. Et donc voilà, on va sur le terrain avec cette valise et c'est nos échantillons en fait qu'on transporte par ce biais-là. Donc voilà, c'est dans un tube en verre et vous avez voilà, le dispositif de captage. Là, celui-ci, c'est pour les COV, donc en l'occurrence le benzène. Et donc il y a du charbon dedans. Et voilà, le charbon va être absorbé en fait là-dessus. Ça va partir en analyse. Bon, ça c'était pour la petite histoire parce que c'est pour vous ayez quelque chose à raconter. Mais c'est pas forcément le plus intéressant. Mais voilà, c'est bon pour que vous voyez un petit peu comment on travaille. Voilà, donc que dire de plus, vous avez là cette boîte qui vous parle peut-être pas comme ça. Donc c'est un abri en fait puisque on l'a évoqué, on doit faire des mesures à l'intérieur du bâtiment, mais on fait également une mesure aussi à l'extérieur. Donc là, c'est un petit abri qu'on positionne à l'extérieur, uniquement pour le benzène en fait, puisque la source peut être interne, mais aussi externe avec le trafic routier. Donc pour comparer un peu les résultats, il y a toujours un point qui est fait à l'extérieur. Voilà. Et j'ai pas parlé d'une chose, oui, pardon, c'est les dispositifs de fixation. Alors la plupart du temps, on fixe ça. Si ça, je vous parle de ça d'un point de vue sécurité, hein, c'est des aimants assez costauds. Et là, malheureusement, on n'avait pas grand-chose pour s'appuyer. Mais voilà, c'est des choses que l'on fixe au plafond. Donc on a des perches, on vient les clipser voilà, au plafond. Après, il y a tout un tas de règles à respecter. Je vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. Donc ça, c'est assez simple à mettre en œuvre. Après, on a ce genre de perche qu'on peut mettre en place. Il y en a d'autres que je n'ai pas amené, mais c'est une perche avec une ventouse. On accroche comme ça pour déporter en fait le prélèvement en fait, du mur.
Voilà, il y a tout un tas de dispositifs. C'est inoffensif. Et je vous dis, aujourd'hui, on a quand même un bon retour d'expérience. On a fait en 2 ans un certain nombre de mesures. Et voilà, c'est personne qui nous a dit, oulala, votre dispositif... Après, tout le monde utilise ce même dispositif passif. Après, c'est les systèmes d'accroche qui peuvent varier. Donc voilà, ça c'est on n'a pas voulu amener le dispositif, mais c'est pour le CO2. Donc ça a beau des boîtiers assez simples. Après, il y a une procédure d'étalonnage en laboratoire pour qu'il soit COFRAC, mais il y a une procédure de vérification avant chaque prélèvement et après chaque prélèvement. Voilà. Donc on réalise ça en fait avec des gaz étalons. Je vais pas rentrer dans le détail, on pourra en parler ultérieurement si vous le souhaitez. Voilà, donc quelles actions à mener une fois que vous avez déroulé tout le programme, bon, tout va bien, ok. Il y a forcément des choses à faire, hein, mais bon, c'est pas toujours le cas. Donc on va essayer de vous donner quelques pistes et puis surtout de vous faire un retour d'expérience sur les premières mesures. Donc déjà pour rassurer un petit peu, pour les dépassements de valeur limite, donc vous avez vu tout à l'heure 100 microgrammes pour le formaldéhyde, 10 pour le benzène. Très peu d'établissements en fait sont concernés. Donc heureusement. En revanche, là où on rencontre le plus de dépassements, c'est sur le CO2. Donc CO2, hub, confinement, ventilation. Donc la première action, et à mon avis, voilà, et vous avez forcément un établissement qui est concerné. Voilà, la ventilation, c'est le premier levier pour améliorer la situation. Voilà. Donc c'est un indicateur. Même si effectivement, c'est pas énormément de bâtiments. Bon, voilà. L'indice de confinement 3, comme je vous ai dit, c'est 5, c'est l'alerte au préfet. 4, c'est quand même très élevé. 3, c'est pour moi quand même déjà assez élevé. Il y a des actions à mener. Donc voilà, je notais à titre indicatif. Hein, j'ai pas fait une étude au niveau national sur tous les confrères. Ça. Il va y avoir en juin d'ailleurs un retour d'expérience national en fait que va faire l'Observatoire de qualité intérieure sur tous ces établissements. Voilà. Là, on aura un peu plus de billes. Je pense que on devrait être sur les mêmes tendances. Voilà. Et les valeurs guides, donc on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est les VGAI, peut-être les valeurs guides d'air intérieur. Donc ça, on n'en a pas parlé parce que vous n'avez pas d'action à mener si vous êtes au-dessus. Mais à titre indicatif, c'est des valeurs en fait en dessous desquelles, voilà, si vous vous positionnez en dessous, en dessous de ces valeurs guides, en fait, la communauté scientifique estime que ça n'a aucun impact sur la santé. Au-dessus, on ne sait pas trop. Pour autant, on peut être en dessous de ces valeurs limites. C'est assez subtil, on se demande... bon, voilà. Mais bon, c'est une valeur guide d'air intérieur. Il faut savoir que c'est l'ANSES qui fixe ces valeurs guides. Et voilà, il y en a pour un certain nombre de polluants chimiques. Voilà, je vais passer un peu pour avancer, mais là c'était pour vous illustrer la méthodologie proposée par le guide INERIS. Il n'y a rien de miraculeux là-dessus, hein, c'est la méthodologie suite à un dépassement. Bon là, ça vous demande de confirmer le résultat. Si c'est confirmé, il faut aller rechercher la source. Bon, voilà, ça se résume à ça. Donc c'est ce qu'on va voir après. Quelle méthodologie en fait s'offre à vous pour aller rechercher la source? Parce que c'est facile de dire qu'il y a un dépassement, après de dire d'où ça provient, c'est parfois plus compliqué. Hop. Donc pour aller rechercher ces sources, en fait, voilà les outils qu'on utilise. Vous avez quelques photos en fait de dispositifs. Donc l'idée, d'abord, c'est de faire une cartographie spatiale et temporelle, d'essayer de voir en fait si cette concentration persiste dans le temps ou alors si c'est épisodique, savoir si ça vient de l'extérieur, de l'intérieur. Donc déjà on se pose, on essaie de comprendre un peu ce qui se passe. Et après les outils qu'on utilise, c'est
soit des analyseurs en continu spécifiques, comme pour le CO2, il en existe pour le formaldéhyde et pour le benzène. Voilà. Qu'on positionne et on regarde un petit peu ce qui se passe. Après, si on incrimine certains matériaux en particulier, on peut prélever des échantillons de matériaux qu'on envoie en laboratoire. Je vais vous expliquer comment on fait. Ou alors, directement, on applique en fait ces dispositifs-là. Ces 3 dispositifs, on les applique directement sur le matériau. Et on emprisonne en fait l'air en fait, qui vient se dégager en fait, de ce matériau. Après, on analyse en laboratoire. Et donc voilà, je pourrais vous citer en fait de nombreux exemples là où on a mis en évidence en fait des sources qui émettaient beaucoup de formaldéhyde et qui posaient pas mal de soucis. Voilà. Pour ce qui est des matériaux qu'on aurait prélevés, donc on met ça en chambre d'essai, en laboratoire. Donc sur Paris, on a ces différents dispositifs. Pour aller étudier en fait l'émission de matériaux. Donc la cinétique, carrément, on peut aller voir comment se comporte le matériau. Donc vous mettez un mobilier neuf acheté chez Ikea, pas très loin d'ici. Vous le mettez dans la chambre d'essai, et puis vous regardez au cours du temps, le formaldéhyde, voilà, très forte concentration, puis on va pouvoir vous dire au bout de 20 jours, 30 jours, ça diminue. C'est pour ça que vous entendez souvent, quand vous achetez du mobilier, essayez de l'aérer un petit peu, stockez-le dans un entrepôt avant de le mettre directement dans la classe. Et pareil pour les peintures. Voilà, ça, je pense que vous l'entendez de plus en plus. Repeignez pas la pièce le vendredi pour que les enfants occupent après l'espace un peu pollué le lundi. Voilà. Donc là, j'ai 2 cas concrets en fait à vous exposer qui sont assez parlants. Là, on est sur du high level en fait. C'est vraiment des cas un peu extrêmes, mais ça mérite quand même d'être présenté pour que vous voyez ce à quoi on peut être confronté. Là, c'était, alors je ne dirais pas où c'est pas sur Bordeaux, mais donc je regarde sur la photo s'il n'y a pas une indication. Non, c'est bon. On va juste Kiloutou. Donc c'est dans le cas de la rénovation d'une toiture, en fait, un revêtement bitumeux. C'était pendant les vacances, donc ça a été refait. Les enfants à la rentrée, au retour des vacances, rentrent, et puis le personnel, tout le monde se plaint d'irritation oculaire, mais quelque chose d'assez costaud. Donc nous avons mené des investigations. On a utilisé en fait tout le panel en fait d'outils que je vous ai montré. Analyseur en continu, analyse de matériaux, voilà. Bon, pour mettre en évidence que cela provenait du revêtement de la toiture. Avec, alors de mémoire, il y avait un plancher ourdi en fait, et quand ils ont mis le revêtement bitumeux, il y avait, alors, je ne suis pas spécialiste du bâtiment, mais il y avait une espèce de colle en fait. Tout ça c'est imprégné en fait dans le plancher ourdi. Ça relarguait l'intérieur. On retrouvait en fait des taux de xylène en fait supérieurs à 3300 microgrammes. Alors croyez-moi, c'est quand même beaucoup pour l'air intérieur. C'est énorme. Et donc il a fallu attendre 1 an pour que ça passe en dessous de la VGAI pour le xylène. 1 an. Il n'y avait pas d'autre solution en fait. Il a fallu donc ventiler, chauffer le bâtiment, chauffer pour augmenter le dégazage en fait. On va vous imaginer les conséquences quoi. Donc ça vaut le coup quand même en amont de se poser un peu les bonnes questions pour éviter ce genre de catastrophe. Voilà, un deuxième cas. Là cette fois-ci c'était pas sur le toit, mais problème en fait provenait de la dalle béton. Vous allez voir, même constat, construction bâtiment BBC, voilà BBC, le top d'un point de vue énergétique. Après qualité d'air c'est pas souvent le cas, donc c'est pour ça attention au discours de dire voilà c'est neuf donc c'est bien. Parfois des logements anciens ou des écoles anciennes sont pas si mal que ça. En tout cas là c'était le cas. On a retrouvé du formaldéhyde à 150 microgrammes par mètre cube. Des analyses ont été faites avec les différents dispositifs une fois de plus. Et voilà, c'est la dalle béton en fait qui n'était pas suffisamment sèche, recouverte de colle, le lino par-dessus. Il y a une réaction chimique là-dedans. Et voilà, on a retrouvé du formaldéhyde dans l'air.
bilan, destruction de la dalle. Enfin, voilà, c'est... Je dis, c'est des cas un peu extrêmes, mais on en voit. Ça, c'est les nôtres. Hein. Et après, il y a d'autres confrères qui doivent en voir aussi. Voilà. Donc, là, on parle d'intoxication quand même aiguë, quoi. L'autre problème, c'est l'intoxication chronique qu'on ne voit pas, qui fait du temps, mais à laquelle il faut s'intéresser également. Voilà, donc en préventif, donc on a bientôt terminé, là, il doit rester 5 minutes. Hein. Je l'ai évoqué, hein, travailler en amont, hein, sur vos projets de rénovation, de construction, et également d'exploitation, mais voilà, sur de la construction, notez en phase programmation, informez-vous sur la qualité de l'air, définissez les exigences d'aération. En conception, choisissez les matériaux émettant peu de polluants. Concevez un système de ventilation qui respecte les exigences. Vous vérifiez à ce que ça soit facile d'entretien. On pourra vous le communiquer. Hein, cet élément-là, c'est une source internet du CSTB, peut-être de mémoire. Mais vous le trouvez assez facilement. Et donc en phase chantier, assurer le suivi, hein, pour qu'il n'y ait pas de problème par la suite. Et puis à l'usage, voilà, l'ameublement, on en a parlé pour les choix d'ameublement, la sensibilisation des occupants. On n'a pas parlé d'une chose, le nettoyage des produits d'entretien. Donc c'est fréquent en fait que le personnel d'entretien n'ait pas d'instruction sur les dosages. Donc d'une personne à une autre, voilà, on va avoir 2 fois plus de polluants présents dans l'air qu'une autre. Les conditions de stockage des produits chimiques. Voilà. Parfois c'est juste à côté de salle. Je vous parle pas du cas où on a trouvé une cuve, c'était pas difficile, une cuve de fuel de 5000 litres sous une classe. Voilà. Bon, tout un tas de choses. Voilà, donc dernier volet sur la ventilation. 2 minutes ? 2 minutes. Donc voilà, c'est simplement pour vous rappeler, la ventilation, le parent pauvre du bâtiment. Pour autant, même si la réglementation est ancienne, 87, il y a une obligation réglementaire en fait de faire contrôler vos systèmes de ventilation. Donc pensez-y. Je ne sais pas, c'était un message que j'essaie de faire passer sur la ventilation. Mettez l'accent là-dessus. Du coup, on va passer, mais sur la ventilation mécanique. Sur les VMC double flux, voilà, c'est des dispositifs qui sont intéressants. Encore faut-il qu'ils soient bien installés, bien entretenus, bien vérifiés. Et voilà, mettez en place des systèmes adaptés. On voit trop souvent en fait des systèmes en place, mais qui ne sont pas suffisamment efficaces. L'étiquetage dont je parlais aujourd'hui, donc on ne va pas l'aborder, mais voici le type d'étiquette que vous pouvez voir sur certains matériaux de construction. Dans vos cahiers des charges, pensez à demander en fait ces références-là. Et puis d'autres références pour la construction avec des différents labels, à la fois pour les matériaux, mais aussi pour la certification. Vous avez certainement entendu parler du HQE, mais il n'y a pas que ça, il y a le LEED, le BREEAM. Voilà. Il y a différents référentiels dans lesquels en fait, il y a un volet sur la qualité d'air intérieur. Voilà. Avec des mesures associées à la livraison du bâtiment. Chose intéressante à intégrer dans vos cahiers des charges. Voilà, on a terminé. La pédagogie sensibilisation, ça fait partie aussi des éléments importants. Conclusion, pour résumer un peu cet atelier, donc prise de conscience récente, un enjeu majeur, vous l'aurez compris, et des solutions simples et peu coûteuses, et engager une démarche sur le principe du développement durable. Voilà. L'amélioration continue. Voilà. Et une slide que vous avez déjà vue, mais qui reprend quand même un point intéressant pour aborder le sujet. Voilà, je vous remercie. C'est la place. Et surtout, n'hésitez pas, faites-vous accompagner, et on est là pour ça. Donc, comme je le disais en introduction, il y a vraiment une prise de conscience qui a été faite. Alors, certainement liée à la problématique amiante qui date un peu plus, mais qui a retardé beaucoup les prises de conscience vis-à-vis de la qualité de l'air qu'on peut inhaler à l'intérieur de nos locaux.
Faisons pas comme l'amiante, attendons pas 20 ou 30 ans pour se décider à mettre des actions en place correctives. Les solutions sont relativement simples, il suffit juste de les appréhender. Et l'avantage de l'évolution de cette réglementation, c'est qu'elle nous a permis de pouvoir mettre en place un plan d'action avec des priorités, contrairement à 2015 où c'était vraiment quelque chose de réglementaire. Il fallait obligatoirement passer par une campagne de mesure. Là, vous avez le choix, vous avez le temps de prendre le bon choix. Et puis, écoutez, on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci de votre écoute.